C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, bien évidemment, la priorité, tant dans les manchettes des quotidiens israéliens que dans les pages d'ouverture des sites d'information, va à la terrible double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth hier après-midi, avec son bilan, ses répercussions et la question cardinale de savoir qui est responsable d'un tel drame. À cette question, les quotidiens israéliens citent d'emblée les dirigeants de l'État hébreu qui ont insisté très vite hier sur le fait qu'Israël n'était pas du tout impliqué dans cette explosion, mais ils soulignent également que de manière tout à fait exceptionnelle, même le Hezbollah a reconnu très vite aussi qu'Israël n'avait aucune responsabilité dans ce qui s'est passé hier près du port de Beyrouth. Les journaux et les médias citent par contre en évidence la proposition d'aide humanitaire faite hier soir par les autorités israéliennes. Le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa une à cette explosion qu'il montre en image. C'était l'Hiroshima de Beyrouth ou du Liban, affirment les témoins qui ont vu, comme nous avons tous pu le voir, cet impressionnant champignon s'élever dans le ciel de la capitale libanaise. Des dizaines de tués, quelques 4000 blessés lors d'une explosion mystérieuse, annonce le Yediot Aharonot. La catastrophe du Liban, titre le Israël Hayom, avec une autre photo tout aussi impressionnante. Là aussi, en sous-titre, le nom d'Hiroshima est mentionné. Mais le quotidien gratuit souligne que dans le passé, ce hangar qui a été soufflé hier renfermait des armes du Hezbollah. Il s'agit là apparemment d'une information en provenance de la chaîne saoudienne Al Arabiya. Les quotidiens et les sites d'information justement citent cette chaîne saoudienne Al Arabiya. Le Maariv se fait l'écho d'un discours à la nation prononcé hier soir par le Premier ministre libanais. Notre pays est détruit, a-t-il dit sous le choc. Le Maariv souligne qu'Israël, par le biais de son chef de la diplomatie Gabi Ashkenazi et du ministre de la Défense Benny Gantz, les deux leaders du Parti bleu-blanc, Israël a donc proposé officiellement une aide humanitaire rapide et immédiate. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mandaté le chef du Conseil à la sécurité nationale, Yaakov Ben Shabbat, pour s'entretenir avec l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, afin de vérifier quelle peut être l'aide fournie par Israël au Liban, qui est à la fois un pays voisin, mais toujours officiellement en guerre avec l'État hébreu. Quant au président de l'État, Reuven Rivlin, il est cité dans le site Ynet. « Nous tendons notre main à nos voisins », a-t-il déclaré hier. Le porte-parole de Tsahal, lui, a déclaré « C'est l'heure de surmonter tous les conflits ». Le site Ynet précise également que depuis 1 an et demi, Israël dispose d'une infrastructure permettant de venir en aide à des pays sinistrés comme le Liban aujourd'hui et de manière rapide et efficace. On ne sait toujours pas si le Liban acceptera ou non une aide de ce type de la part de l'État d'Israël, mais il semble que la décision des responsables, des autorités libanaises soit plutôt négative. Parmi les éditoriaux ce matin, l'un des plus pertinents est celui de Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, qui explique que cette double et dramatique explosion risque de totalement brouiller les cartes pour le Hezbollah et d'expliquer très clairement que ce type d'événement ne fait pas partie de l'arsenal qu'Israël peut utiliser pour combattre ses ennemis, que ce soit ouvertement ou même secrètement. Yoav Limor tenter d'analyser cette situation sans précédent au Proche-Orient. Les hangars de ce type n'ont pas l'habitude d'exploser tout seul, et bien évidemment l'instinct primaire est de chercher un responsable. Pour certains, Israël peut être le coupable idéal. Le seul problème est qu'Israël choisit ses cibles de manière très méticuleuse en faisant tout pour éviter des pertes en vie humaine, ce qui n'a pas été le cas dans cette explosion d'hier. Limor rappelle également qu'Israël et le Hezbollah sont sous haute tension depuis plusieurs jours le long de la frontière israélo-libanaise et que l'on attendait une attaque, une riposte de la part du mouvement chiite depuis plusieurs jours. L'explosion d'hier peut radicalement modifier la carte. Elle intervient alors que le Liban subit la pire crise économique de son histoire et que le Hezbollah est tenu pour responsable direct de cet échec par de très nombreux Libanais. D'autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin. Le Israël Hayom indique en première page que c'est aujourd'hui que le cabinet restreint pour la lutte contre le coronavirus doit décider s'il va aller vers plus de restrictions, voire même un confinement général, ou vers plus d'ouverture. Le professeur Roni Gamzou, qui doit présenter son vaste plan de lutte contre le coronavirus, souhaite, lui, limiter au minimum les mesures restrictives. Il faut souligner que le président du syndicat des médecins lui a affirmé qu'il fallait absolument imposer un confinement total sur l'ensemble de l'État d'Israël pendant les 2 dernières semaines du mois d'août afin de permettre une rentrée scolaire début septembre avec plus de sérénité pour les écoliers israéliens et pour leurs parents.
Cependant, le Israël Hayom, comme d'ailleurs l'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information, cite ce matin en évidence la déclaration très claire du ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Il n'y a aucune raison de continuer à fermer les centres commerciaux pendant le week-end. Le Yediot, lui, s'insurge contre le fait que le ministère des Finances veut que les médecins qui sont obligés de se mettre en quarantaine après avoir été en contact avec des malades, eh bien, voient leur congé de maladie diminuer. Dans le cadre de cette quarantaine, selon le journal, il y a une forme d'injustice criante dont il se fait l'écho en citant plusieurs médecins qui protestent contre cette décision et menacent de lancer un mouvement de grève. Nous nous mettons en danger pour soigner les malades et le Trésor, lui, nous remercie en nous administrant un camouflet magistral, affirme la professeure Galia Rahav, qui est à la pointe de la lutte contre le Covid-19. Le docteur Ram Gilad est plus concret. Il révèle que les journées de quarantaine, plusieurs journées de quarantaine lui ont été retirées de son salaire. Un autre, le docteur Yotam Elimelech, s'insurge. C'est une honte. La quarantaine n'est rien d'autre pour nous qu'un accident de travail et nous ne devrions pas être sanctionnés de la sorte. Sur le plan politique, les quotidiens israéliens nous rappellent que c'est aujourd'hui que la loi de contournement proposée par la députée Ayelet Shekel doit être déposée en première lecture. Quelles sont les chances de ce projet de loi d'être voté ? Difficile à dire, mais apparemment, Mati Tourfeld explique dans le Israël Hayom que le vote des députés Likoud aujourd'hui permettra de déterminer si l'on va vers une accalmie dans les troubles et les tensions qui animent la coalition gouvernementale, ou plutôt si l'on se dirige vers une nouvelle confrontation qui pourrait aboutir à la tenue d'élections anticipées. Apparemment, le Likoud devrait finalement décider de ne pas soutenir ce projet de loi et de se ranger derrière, on va dire, la position très clair des partis orthodoxes qui refusent de provoquer de nouveaux soubresauts au sein de la coalition et donc ont décidé de ne pas soutenir ce projet de loi, même si de facto, eh bien, tant le Likoud que les partis orthodoxes sont assez d'accord avec la teneur de ce projet de loi déposé par Ayelet Shaked. Tourfeld explique que pour Bleu-Blanc, un vote des députés Likoud en faveur de ce projet de loi serait une ligne rouge de trop dépassée par le grand parti de droite. Le Maariv indique au sein de Bleu-Blanc, on n'a pas l'intention de rester les bras croisés. L'on affirme que si M. Netanyahou a l'intention de présenter un budget pour l'année 2020 dès dimanche prochain au Conseil des ministres, eh bien Bleu-Blanc déposera un projet de loi visant à invalider M. Netanyahou au poste de Premier ministre, ni plus ni moins. Et en marge, à propos des manifestations et du droit démocratique à manifester, tellement mis en évidence ces dernières semaines, Mati Tourfeld, toujours dans le Israël Hayom, rappelle qu'en 1993, peu après la signature des accords d'Oslo, la droite nationaliste avait demandé, dans un recours à la Cour suprême, à manifester devant la résidence du Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, le grand prêtre du libéralisme, qui était à l'époque le président de la Cour suprême, le professeur Aaron Barak, avait repoussé cette requête en affirmant qu'il fallait trouver le juste milieu entre le droit de manifester et celui de permettre au Premier ministre de gérer sa vie privée. Il y a quelques jours, les héritiers d'Aaron Barak à la Cour suprême ont pris soin de repousser les requêtes des habitants qui réside à proximité donc de la résidence de Binyamin Netanyahou et qui expliquait à quel point les manifestations leur empoisonnaient la vie, donc de points et de mesures de la part de la Cour suprême. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.